sur l'ensemble du réseau du groupe Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, il est 20h. Merci de nous recevoir chez vous. Voici la principale édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie. Plusieurs accords signés avec la Turkish Exim Bank. Un coup de pouce financier qui suscite déjà des interrogations. Des experts assez réservés sur l'impact réel des financements obtenus sur la dette publique. Présidentielle 2025 au Cameroun, Hiram Samuel Liodi lance sa campagne depuis Dakar. Le candidat de l'opposition veut s'inspirer de la démocratie sénégalaise pour libérer son pays et promouvoir une Afrique souveraine. Et puis la NACIM qui annonce des activités pluvieuses, parfois accompagnées d'orages sur les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Ces précipitations pourraient même s'étendre vers le centre-sud, notamment à Koungheul, Kaffrine, entre autres. En sport, à Dakar Plateau, la police nationale a échangé ses uniformes contre des baskets pour une randonnée de 7 km. Un geste symbolique pour renforcer la cohésion sociale entre forces de l'ordre et habitants. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Je vous le disais dans les titres, en visite officielle en Turquie, le Premier ministre Ousmane Sonko a signé avec la Turkish Exim Bank plusieurs accords pour financer des projets structurants au Sénégal sans recourir à des garanties souveraines. Un dispositif présenté comme un levier pour réduire la dette publique, mais qui suscite déjà des interrogations sur la cohérence avec le plan de redressement économique et social du Sénégal. Voici les détails avec Habib Faye. En Turquie, le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko a scellé de nouveaux partenariats financiers. Avec la Turkish Exim Bank, il a signé des accords pour financer plusieurs projets structurants, sans recourir à des garanties souveraines, une promesse alléger le poids de la dette publique, toujours jugée lourde pour l'économie sénégalaise. On est dans un monde qui est en évolution, où aujourd'hui, il y a des sources de financement qui sont en train de tarir, notamment l'aide publique au développement qui est en train de se réduire, et donc des besoins de financement importants des États qu'il faut couvrir et qui ne peuvent être couverts que soit par les ressources dont dispose l'État, c'est sa fiscalité, ou alors par le déficit public. Ces investissements, selon le gouvernement, doivent servir à créer des emplois et à accélérer l'industrialisation. Si le Sénégal arrive à obtenir de l'Exim Bank turque qu'elle finance des projets structurants au Sénégal sans requérir des garanties souveraines, ce serait un pas très important vers l'allègement du fardeau de notre dette publique aujourd'hui. Quand je parle d'allègement du fardeau de la dette publique, c'est la conséquence du fait que la dette publique soit très élevée, c'est que le financement qui est demandé par l'État du Sénégal est de plus en plus difficile, et de plus en plus cher, et de plus en plus difficile à couvrir. Mais pour certains experts, comme Malène Amadouian, le pari comporte des risques. Il faut des investissements lourds et des investissements qui vont permettre non seulement d'augmenter les capacités de production du Sénégal, de transformer de la matière première pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, d'employer de manière considérable pour pouvoir réduire le chômage, mais également renforcer la distribution de revenus, favoriser la consommation et par un effet de redistribution, toucher plusieurs éléments de la demande globale. Pour l'exécutif, il s'agit d'un pas vers une économie plus dynamique financée de manière plus intelligente. Reste à prouver que ces engagements turcs se traduiront par des emplois durables et une croissance partagée. À cette population qui est démographiquement marquée par des jeunes, dont la formation doit être faite en lien avec les opportunités qui vont exister dans le marché, et donc penser au transfert de technologie, mais également à la formation technique et professionnelle, comme moyen de pouvoir rendre durable le partenariat entre le Sénégal et quelques pays avec lesquels nous serons en collaboration. Entre promesses et prudence, la coopération sénégalo-turque joue désormais une partie qui pourrait peser lourd dans l'avenir économique du pays. Habib Faye, parlons à présent des droits de l'enfant, un combat encore à mener au Sénégal. L'association Les Oliviers tire la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'enfant au Sénégal.
Lors d'un panel consacré à l'éducation et la mendicité, l'association a donc consacré à plutôt parler de ses responsables. Ces responsables ont appelé les autorités à agir face à un constat jugé préoccupant. Écoutons le témoignage de Khali Aïdara, qui est enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au micro de Al-Hassan Ba et Modou Diop. Constater qu'il y a encore des milliers d'enfants sénégalais qui ne bénéficient pas de leurs droits fondamentaux, comme par exemple le droit à une bonne éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité. Voilà, donc il y a aussi la mendicité forcée qui est là présente, qui devrait toucher chaque Sénégalais, comme je l'ai dit. Tous ces enfants qui sillonnent dans les rues, qui tendent la main et qui sont exposés à toutes sortes de dangers, aussi bien dans la rue que parfois là où ils vivent aussi. Alors tous ces enfants doivent constituer une blessure dans notre conscience. Et c'est juste, on a organisé cette journée de l'enfance, de l'enfant, pour sensibiliser la population, pour faire aussi un appel à l'État, aux autorités étatiques, de leur dire que nous sommes devant une case en feu. Il est bien d'organiser des assises nationales, c'est déjà quelque chose, mais il ne faut pas que ces assises nationales sur l'enfance s'éternisent. Parce que cet enfant qui est dans la rue, qui est en train de subir une exploitation sexuelle, économique, cet enfant ne peut pas attendre des années. Tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité de la population qui est complice. Nous honorons le Coran et aimons les gens qui honorent le Coran et l'apprentissage du Coran. Mais il faut que cet apprentissage se fasse dans les conditions qui respectent l'intérêt supérieur de l'enfant, qui respectent la dignité de l'enfant. Cap sur le nord du pays pour parler de l'association des assistants infirmiers diplômés d'État du Sénégal en Assemblée générale dans cette zone du pays. Ils veulent que le Sénégal adopte les curricula harmonisés de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ils estiment que cette harmonisation permettrait de standardiser la formation des infirmiers et des sages-femmes avec des outils pédagogiques unifiés. Selon eux, les formations dispensées au Sénégal ne sont pas en conformité avec les normes sous-régionales. Retrouvons tout de suite Ousseynou Kama, qui est le président de cette association, au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que il y a quand même un problème, en tout cas, qui est propre au Sénégal. C'est l'existence de deux corps d'infirmiers dans un même pays. Alors, en 2010, l'État du Sénégal s'était engagé à adopter les curricula harmonisés de l'Organisation ouest-africaine de la santé en Freetown, en Sierra Leone. Et ces curricula-là, il était question de former des infirmiers et des sages-femmes sur un programme harmonisé, en tout cas tous les pays membres de la CEDEAO supérieure. On voit aussi que certaines universités ont commencé à former des infirmiers d'État, ce qui fait une cacophonie dans la formation du personnel paramédical, en tout cas des infirmiers particulièrement au Sénégal. Donc il est question, je pense, sincèrement, de pouvoir harmoniser tout ça et de pouvoir faire respecter en tout cas la résolution de Freetown à laquelle l'État sénégalais s'est été engagé. Retour sur le baccalauréat 2025, plus précisément au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. L'établissement enregistre une année exceptionnelle avec 371 nouvelles bachelières, 37 mentions dont 5 biens. La communauté éducative salue un succès. Écoutons Fatima Sow, qui est le proviseur de ce lycée, au micro de Habib Faye et Alioune Diagne. Cette année, nous avons eu 371 bachelières et parmi elles, il y a 37 mentions, dont 5 mentions bien. De fierté surtout à l'endroit de toute notre communauté, la communauté éducative du lycée Kennedy, qui est forte et riche de ses membres, des anciennes, des partenaires et surtout de ses élèves et de son corps professoral. Le message que je leur donne, c'est de toujours croire en elles. C'est revenu plusieurs fois, d'oser rêver et de voir grand, de réaliser leurs rêves et surtout de penser toujours à leur lycée. Elles sont canadiennes un jour, elles le demeurent pour toujours. Je l'ai dit tantôt, notre lycée est riche du partenariat. Les associations d'anciens élèves sont nos partenaires, les parents d'élèves sont nos partenaires, les retraités aussi, et d'autres partenaires que nous avons, comme la douane, comme d'autres sociétés. Et nous avons un bureau du partenariat qui fonctionne. C'est l'occasion de remercier et de féliciter la dame qui dirige ce bureau-là pour tout le travail abattu.
À Canel, dans le nord du pays, dans le Fouta plus précisément, les émigrés lancent un projet de collecte des ordures. Face au retard dans les travaux d'assainissement et après des divergences avec le maire, ces émigrés initient un projet majeur de collecte des déchets. Ils viennent du moins répondre à une forte demande des habitants. Écoutons Ibrahim Ali, qui est le responsable bureau émigré, au micro de Ali Bandelnian. L'aboutissement de ce projet-là, puisque ça marque le démarrage de la gestion des ordures ménagères, qui consiste à débarrasser les ménages des différents balises qui existent dans les maisons, pour les acheminer vers une décharge. Donc ça part de la population qui prend en charge justement le dispositif de la gestion des ordures ménagères. Donc chaque personne sera rémunérée et aura un contrat en place, il sera mis un contrat en place, parce que dans les articles il est mentionné que si l'État ne prend pas en charge un dispositif, si un département ne prend pas un dispositif en place, si la mairie ne prend pas un dispositif en place, alors la population, elle peut essayer de mettre en place ce dispositif elle-même. Une petite page internationale dans cette édition pour parler de la présidentielle prochaine du Cameroun, présidentielle 2025, avec Hiram Samuel Liodi qui lance sa campagne depuis Dakar. Il est le candidat du Front des démocrates camerounais, parti de l'opposition. Il a choisi Dakar pour entamer sa campagne présidentielle. Inspiré par l'expérience démocratique du Sénégal, il défend le slogan « Libérons le Cameroun » et prône une Afrique souveraine. Écoutons-le au micro de Alassane Ba. Samuel Liodi, candidat investi par le Front des démocrates camerounais, est actuellement en tournée au Sénégal en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Son objectif principal est de rencontrer la diaspora camerounaise. Ce candidat qui incarne le renouveau a choisi pour le slogan « Libérons le Cameroun, c'est notre moment ». Ce choix s'explique par sa conviction que son pays est enchaîné et que l'heure est venue de le libérer. Tout pays est enchaîné à plusieurs niveaux. Il est d'abord enchaîné par nous-mêmes, notre propre peur, la peur de l'engagement politique qui permet de transformer l'espace politique et le destin de notre pays. Notre pays est enchaîné ou emprisonné par une classe de dirigeants pour faire, qui ont pris notre argent en otage, qui se servent de l'argent de Camerounais, non pas pour résoudre nos problèmes au quotidien, de pas migrer de forfait de migration. Enfin, notre pays est enchaîné par un système néocolonial qu'on a conduit de reproduire et qui ne permet pas au Cameroun de bâtir une économie forte, une économie qui va employer les nombreux Camerounais qui sont publiés de nos écoles. Donc c'est notre moment d'étirer notre pays et d'offrir un nouveau leadership politique au Cameroun. Son ambition est de transformer la gouvernance du Cameroun et d'en faire un moteur du renouveau africain. Simplement en transformant notre gouvernance, en liant gouvernance de la transparence, une gouvernance du dialogue, une gouvernance de la concertation qui remet le Sénégal cantonais au centre de la prise de décision et qui lui donne tous les pouvoirs pour contrôler l'action de ses équipes. Hiram Samuel Liodi ne cache pas sa proximité avec des membres du parti PASTEF, la formation politique dirigée par l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Il précise d'ailleurs avoir déjà établi un lien de collaboration avec les patriotes. Au-delà de cet aspect qui a aussi motivé son déplacement, le candidat du FTC souhaite s'inspirer de la riche trajectoire démocratique du Sénégal. Et donc, je viens ici non pas pour analyser la réalité du Sénégal, mais pour m'arriver son rang, trois crânes, il faut tirer des leçons de ce qu'ils vont reproduire comme expérience dans le monde. Donc, le Sénégal, donc le Cameroun est un pays très riche de l'aspect culturel, qui sait vivre ensemble, sait faire vivre ensemble les différences de religion. C'est également quelque chose que nous avons au Cameroun. En réalité, c'est bien de comprendre quels sont les éléments clés qui ont permis de bâtir la victoire du PASTEF à la dernière élection présidentielle. Et nous espérons que c'est un enseignement que nous pourrons reproduire en tenant compte du contexte au Cameroun. Sa vision pour l'Afrique est celle d'un continent puissant et conquérant, capable de prendre des décisions souveraines et de s'appuyer sur ses propres ressources. On en vient à la page sport pour parler du sport paralympique en partenariat pour l'inclusion au Sénégal. La communauté nationale paralympique du Sénégal et l'association En 45 ont signé ce samedi une convention qui vise à promouvoir l'éducation, l'égalité et la solidarité par le sport paralympique. Une initiative qui met en lumière le parcours et le courage des athlètes handicapés. Écoutons à ce sujet Astundour, qui est internationale basketteuse, interrogée par Habib Faye. La communauté nationale paralympique sénégalaise m'a proposé de devenir leur ambassadrice. Je n'ai pas hésité un instant.
ce n'était pas une opportunité à analyser, mais plutôt un appel à répondre. Aujourd'hui, nous signons une convention importante entre le comité paralympique du Sénégal et l'association AN45 dont je suis la présidente. Cette association a été créée pour promouvoir l'éducation, l'égalité et le sport solidaire. Mais au-delà de cette signature, nous écrivons une nouvelle page d'espoir, une nouvelle alliance pour une société plus inclusive. Nos frères et sœurs du sport paralympique se battent chaque jour dans l'ombre. Ils s'entraînent avec des moyens limités, affrontent les préjugés, franchissent les obstacles physiques et sociaux. Mais ils continuent, ils tiennent bon. Partons pour le sud du pays, Ziguinchor notamment, où le président de la Ligue régionale de football, Bakary Cissé, appelle l'État à doter la région sud d'infrastructures sportives adaptées. Il s'exprimait lors de la finale d'un tournoi en hommage à l'ex-international Mamadou Salif Ndiaye. Écoutons Bakary Cissé au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Qui m'anime, mais aussi je suis concerné de ne pas pouvoir connaître ce jeune garçon qui était pétri de talent et dont tout le monde parle à bien. Donc il a rendu l'âme en défendant les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. C'est pourquoi je n'ai pas hésité. Il faut dire que c'est en 24 heures que nous avons préparé cette finale. Mais juste vous dire que c'est avec fierté aussi que j'ai vu ce stade, ce terrain du lycée Djignabo rempli de monde. Tous ces jeunes-là qui sont épris de football, ils aiment bien le football, là, cette passion commune. Donc je pense que Belfort n'a pas gagné, FC Nema n'a pas perdu, c'est la jeunesse de Ziguinchor qui a gagné dans son ensemble. Et vous savez, moi j'ai toujours porté ce plaidoyer. Je pense qu'il faut que nos autorités locales essaient de nous doter d'infrastructures adéquates à la pratique du sport, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que ces jeunes ne demandent qu'à jouer au football, qu'à pratiquer leur passion. Oui, le voir évoluer sur des champs de patates ne nous honore pas et aussi nous décourage. Et du foot, on passe à la randonnée pédestre pour parler de cette randonnée organisée par la police nationale qui a troqué ses uniformes contre des baskets pour arpenter 7 km à Dakar Plateau. L'initiative a réuni policiers, autorités locales et habitants autour d'un même objectif pour promouvoir la cohésion sociale par le sport. Écoutons ce reportage de Chersadi Boudiara. Dakar Plateau, les policiers ont troqué le temps d'une matinée leurs uniformes pour des tenues de sport. Une randonnée pédestre de 7 km pour marcher aux côtés des populations avec un message fort, sport, cohésion et proximité. On peut s'estimer heureux que voilà, on a bien réussi l'activité compte tenu de la mobilisation et compte tenu des autorités qui ont eu à participer à cette randonnée. Profitez juste également de l'occasion aussi pour remercier le directeur général de la police nationale, mais aussi le commissariat central, mais également le directeur de la sécurité publique qui a envoyé des représentants, des commissaires principaux qui nous ont accompagnés tout au long également de cette randonnée. L'initiative, portée par le commissaire de Dakar Plateau, s'inscrit dans la politique sportive de la police nationale. Cette randonnée pédestre s'inscrit en droite ligne de la politique sportive du directeur général de la police nationale. C'est pourquoi nous aussi, on a pensé nécessaire d'organiser cette randonnée pédestre. Et le thème choisi, vous les regardez, vous les voyez au niveau de la course et des t-shirts, c'est la pratique du sport comme facteur de cohésion sociale, mais également de bien-être. La marche s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. Le thème retenu, la pratique du sport comme facteur de cohésion sociale et de bien-être. Le thème n'est rien d'autre que pour essayer de voir comment la police peut travailler à travers une activité sportive au fin de raffermir ses liens avec les populations. Et je pense que tout au long de la marche, nous avons eu à délivrer des messages. Et le message n'est rien d'autre. Appeler la population de s'approprier de leur police nationale, inviter les populations à travailler davantage avec la police nationale, mais également sensibiliser nous-mêmes, nous police, de mieux être à l'écoute des populations. Plus qu'un exercice sportif, cette randonnée est un pas de plus vers une police plus proche, plus à l'écoute et résolument engagée aux côtés
des populations. Et pour la police nationale, le message est clair. Marcher ensemble, c'est avancer ensemble. Vous l'aurez certainement constaté, l'ensemble du territoire national bien arrosé par ces dernières pluies. La météo pour ce week-end qui se termine, les prévisions à très courte échéance valables du 10 au 11 août à 12 heures. L'ANACIM qui nous annonce des activités pluvieuses, parfois accompagnées d'orages sur les régions de Ziguinchor, Cap Skirring, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Ces précipitations pourraient s'étendre vers le centre-sud, notamment à Koungheul, Kaffrine, Kaolack, Nioro et Fatick. Par ailleurs, un ciel majoritairement nuageux dominera dans plusieurs zones avec des pluies faibles à modérées attendues par endroits, en particulier dans les localités côtières telles que Saint-Louis, Dakar et Mbour. En revanche, la chaleur se fera davantage ressentir à l'intérieur du pays, notamment dans les régions de Matam, Podor et Linguère, où les températures oscilleront majoritairement entre 35 et 37 degrés. C'était la dernière note de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après ce journal, nous irons à Touba pour l'information religieuse. Vous le savez, c'est pour les besoins du Grand Magal de Touba avec nos équipes qui sont sur place, qui prendront le relais juste après nous. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir reçus chez vous. Et excellente soirée sur la télévision Futur Média.